Bienvenue dans votre émission de dialogue, de discussion, de débat en direct de la Maison de la Radio chaque jour jusqu'à 19h. Comment la société israélienne regarde-t-elle la guerre à Gaza? C'est notre question ce soir. Bombardée, déplacée, réduite à la famine, la population gazaoui subit de plein fouet les assauts de l'armée israélienne. Chaque jour, les médias occidentaux se font l'écho des conséquences dramatiques de la guerre. Plus de 62 000 morts, 156 000 blessés. Ce sont les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, mais l'ONU les juge crédibles et les images des destructions, des morts et des familles affamées les renforcent. Pendant que le monde regarde les ravages du conflit, la société israélienne semble inconsciente de cette réalité gazaoui. L'écart de perception entre la perspective intérieure israélienne et les opinions publiques internationales s'agrandit au point qu'on se demande à quelles informations les Israéliens ont-ils accès. Le traumatisme du 7 octobre les empêche-t-il de voir? La question palestinienne a-t-elle disparu de leur horizon? Autant de questions dont nous allons débattre en compagnie de trois invités. Sylvaine Bull, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, professeur à l'EHESS. À vos côtés, enfin à distance, Elad Lapidote, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe et professeur d'études hébraïques à l'Université de Lille. Et avec nous depuis Tel Aviv, Denis Charby, bonsoir. Bonsoir. Professeur de sciences politiques à l'Université libre d'Israël. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Denis Charby, je commence avec vous. Hier s'est déroulée en Israël une journée de mobilisation à l'appel des familles d'otages pour demander leur libération. Un grand rassemblement s'est tenu le soir à Tel Aviv. Quels étaient les mots d'ordre précis? Et puis la foule était-elle au rendez-vous? Alors, les mots d'ordre sont à peu près identiques à ceux qui animent ce mouvement social depuis, on va dire mai 2024, lorsque, pour la première fois, un accord qui était sur le point d'être signé a été rejeté par Benjamin Netanyahou et son gouvernement. Et le mot d'ordre, c'est libération des otages en échange de la fin de cette guerre, un cessez-le-feu permanent. On associe les deux. C'est pas la fin de la guerre par rapport à ce qui se passe dans la bande de Gaza, mais c'est la clé d'un marché que l'on considère comme le seul possible, le seul valable, puisque jusqu'à présent, toutes les offensives militaires n'ont jamais libéré un seul otage israélien et que, à deux reprises, les échanges ont réussi lorsqu'elles ont été l'objet de négociations. Concernant la mobilisation, elle a été importante. Il faut dire que depuis la publication des images de 2-3 otages affamés également, la mobilisation est plus forte encore et effectivement la foule était au rendez-vous. Ce n'est sans doute pas le record de ce mouvement qui dure déjà depuis plus d'un an et demi, mais en tout cas incontestablement une mobilisation assez exceptionnelle, je dirais, par rapport aux derniers mois écoulés. Elad Lapidote, ce que nous décrit Denis Charby, c'est une constante finalement dans les mots d'ordre, donc pas d'infléchissement de ce mouvement social de libération des otages, je dirais, qui montrerait une prise de conscience aussi de la crise humanitaire à Gaza. Pas d'infléchissement, c'est aussi votre avis, Elad Lapidote? Et oui, je suis d'accord avec Denis Charby qu'il y a quelque chose d'important qui se passe pour le moment et une identification de quelque chose qui a déjà commencé depuis plusieurs mois. Et il faut quand même répéter, comme la question que vous posez dans cette émission, c'est surtout la perception et par les Israéliens du sort des Palestiniens à Gaza, c'est que le centre de proteste, le centre de manifestation, c'est surtout le sort des otages israéliens et de soldats israéliens, ce qui est bien sûr très important, mais qu'on continue à chercher l'accent et la perspective justement sur ce qui se passe à Gaza, aux Palestiniens, aux Gazois. Et c'est quelque chose qu'on a entendu plusieurs mois et de la société israélienne, aussi de la part des intervenants sur le mouvement de proteste. Aujourd'hui, je pense, et c'est quelque chose d'important, qu'on voit plus des engagements et des interventions
aussi sur ce qui se passe avec les Palestiniens à Gaza. Il y avait 2 mois, il y avait 2 semaines, il y avait aussi un appel des universitaires en Israël qui, pour la première fois, a appelé pour la fin de la guerre, aussi à cause de crimes de guerre et de génocide qu'Israël est en train de faire à Gaza. Donc on comprend 2 choses de ce que nous dit Elad Lapidot, Sylvain Bull. D'abord que la question des otages reste cruciale, mais que peut-être on voit quand même arriver un tout petit peu d'intervention sur les Palestiniens. On parle des universitaires, mais à votre avis, vous, quel regard portez-vous sur ces mobilisations? Et est-ce que vous êtes d'accord qu'elles ne témoignent pas en réalité d'une opposition à la guerre? Oui, alors moi je suis d'accord avec les 2 collègues. En effet, la mobilisation qui a été importante, moins que celle de 2023 et de celle de 2012, par exemple, qui était extrêmement importante sur d'autres sujets, notamment des problèmes sociaux. Elle remet au centre de l'agenda, bien qu'il n'ait jamais été décentré, la question des otages, qui est cruciale, liée à la fin de la guerre. Mais on peut dire que nous sommes un peu, d'une certaine façon, quand même au point culminant. Les enjeux qui restent très secondaires sont ceux de l'occupation, des négociations, d'une possibilité de cesser le feu, et en effet de ce qui se passe réellement à Gaza, et qui est tout de même assez absent. Et c'est là où peut-être il faudrait qu'on vienne à la question politique de savoir pourquoi il en est ainsi. Avant de savoir si l'on ne veut pas voir et pourquoi l'on ne veut pas voir, et on en discutera, il faut d'abord savoir ce qu'on peut voir. Les images de la guerre que nous voyons en France, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, les Israéliens ne les ont pas. Alors on sait qu'il n'y a pas de journalistes internationaux à Gaza, Sylvain Bull, mais est-ce qu'il y a des journalistes israéliens qui sont libres de couvrir le conflit? Est-ce qu'il y a des journalistes israéliens qui entrent sans l'armée dans la bande de Gaza? Alors ça, il faudrait sans doute demander au service de presse de l'armée israélienne pour avoir des données sûres, ou peut-être que les collègues le sauront. Mais lorsqu'il existe des reportages réels qui sont effectués, ils sont tout de même extrêmement marginalisés. Les images dans les médias dominants n'existent pas, de la famine, etc. Et de ce point de vue-là, il y a une vraie bataille de l'information, notamment parce que le COGAT, qui est l'administration centrale des territoires, produit sans cesse des contre-images. Toutes les 5 minutes, nous avons des contre-images, la famine n'existe pas, c'est un mythe, etc. Il faut aussi reconnaître... Donc une propagande de l'armée, ce que vous dites. Alors une propagande ou pas, personne ne peut l'affirmer, mais ce qu'il faut voir aussi tout de même, on peut penser que la famine est réelle, il serait quand même assez difficile d'en douter. Mais il y a aussi visiblement les Israéliens qui ne veulent pas voir la famine, sont très sensibles aux récits de propagande qui viendraient du Hamas. On l'a vu avec ces images du Bild, etc., montrant une mise en scène éventuelle ou peut-être d'otages. Et ça, c'est quelque chose qui agit comme une traînée de poudre. Le contre-narratif du Hamas est extrêmement productif en Israël. Vous parlez d'une guerre des images et je vous propose d'écouter Benjamin Netanyahou et Isaac Herzog qui ont réagi, donc le Premier ministre israélien et puis le président, qui ont réagi d'abord à la diffusion par le Hamas et son allié le djihad islamique des vidéos d'otages affamés, vidéos qui se sont entrechoquées avec les images des distributions de nourriture à Gaza. On écoute les 2 dirigeants israéliens. Les monstres du Hamas qui entourent les otages ont des bras épais et charnus. Ils ont tout ce dont ils ont besoin pour manger. Ils les font mourir de faim, comme les nazis faisaient mourir de faim les Juifs. Et quand je vois ça, je comprends exactement ce que veut le Hamas. Il ne veut pas d'accord. Il veut nous briser par ces vidéos d'horreur, par la fausse propagande d'horreur qu'il diffuse dans le monde entier. Voici une campagne de presse qui vient de médias allemands, datée d'hier. On y voit un photographe mettre en scène les habitants de Gaza pour montrer qu'ils manquent de nourriture, alors qu'ils ont de la nourriture. C'est juste derrière eux. Cette photo est une mise en scène. Nous ne nous dérobons pas à la nécessité humanitaire d'aider le peuple de Gaza, mais nous demandons au monde de ne pas croire à ces mensonges.
Donc Benjamin Netanyahou et Isaac Herzog qui parlent de mensonges à propos des morts lors des distributions alimentaires et de la famine à Gaza et devant les images des enfants gazaouis affamés. Denis Charby, qu'est-ce que vous pensez, à quoi les Israéliens ont-ils accès en termes d'images et de récits dans les médias? Et est-ce que finalement tout le paysage médiatique est alors patriotique et les Israéliens n'ont accès qu'à de la propagande? Alors, c'est vrai que, comment dirais-je, les Israéliens accèdent à toutes les images qu'ils veulent s'ils font l'effort d'aller les chercher. Simplement, ce ne seront pas des images israéliennes, tout simplement parce qu'effectivement, les journalistes israéliens ne sont pas autorisés à entrer, à pénétrer dans le territoire, ou alors sous la conduite de l'armée. À ce moment-là, l'armée les conduise là où ils veulent bien les conduire, et à cet égard, c'est pas très crédible, je dirais, sur le plan de l'information. Alors, je dirais qu'il y a deux phénomènes. Concernant la télévision publique, il faut bien comprendre qu'elle est sous le coup de projets de loi visant à fermer son bureau d'information. Et donc, dans cette conjoncture-là, il est vrai que les journalistes ne révèlent pas une très grande indépendance comme ils ont pu le faire auparavant. Concernant les chaînes commerciales, là, le problème est tout autre. Le problème, c'est que, en termes d'opinion publique, en termes d'audimat, comme on dit, on sait, on devance en quelque sorte l'opinion publique en se disant, elle n'a pas envie de voir ces images, et donc on ne va pas les leur en fournir. Alors, il y a eu quand même quelque chose qui a un peu bougé ces dernières semaine, lorsque un des correspondants, assez réputé d'ailleurs, de la chaîne numéro 12, a déclaré en disant, bien sûr que le Hamas essaye d'exploiter cette crise humanitaire, etc., mais la famine existe et c'est pas une invention du Hamas. Donc voilà, des premiers, et ça c'était sur la chaîne publique la plus regardée. En vérité, il n'y a comme site d'information qui informe régulièrement et d'une manière, je dirais, qui compense en quelque sorte l'absence de couverture médiatique de ce qui se passe à l'intérieur de la bande de Gaza. Il n'y a que le journal Haaretz, son site et sa version écrite, imprimée, et puis quelques sites d'information, sans parler bien sûr des organisations des droits humains en Israël, B'Tselem, Guisha et d'autres, qui bien sûr font l'effort d'aller trouver l'information et d'essayer de la recouper. Et là, de la pilote, le Haaretz, qui est très connu en Occident, joue-t-il un rôle très important aussi en Israël, ou est-ce qu'il s'agit d'un journal qu'on considère très à gauche, reflétant la position d'une infime partie de la population israélienne? Il me semble que c'est un journal important, mais avec, comme vous dites, une influence limitée sur un public finalement c'est petit, c'est pas le mainstream média. Et alors, c'est un journal qui a un rôle à jouer et au long de plusieurs mois après le 7 octobre, n'a pas fait en fait le travail de médias critiques, mais qui, dans un certain moment, a commencé effectivement de changer le discours, changer le narratif, d'essayer et aussi de couvrir de ce qui se passe à Gaza. Mais finalement, oui, c'est plutôt une niche dans la société israélienne. Et ce n'est pas la majorité israélienne qui lit à Haaretz. En parallèle de la guerre des images se déroule une guerre des mots qui participe aussi à occulter la situation gazaoui. Les débats qui font le quotidien de la presse française sur l'emploi du terme génocide, des crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, n'ont pas vraiment cours sur place. À peine deux ONG, vous aviez commencé à nous en dire un mot, Denis Charby, l'ONG B'Tselem et les Médecins pour la paix, à peine ont-ils lâché le terme génocide dans le débat public fin juillet. On les écoute. Nous avons appelé ce rapport notre génocide, parce que c'est exactement ça. Un génocide commis contre ceux et celles qui habitent ici, par ceux et celles qui habitent ici. Ce rapport que nous avons écrit à B'Tselem présente des faits, des données et des témoignages sur comment Israël agit de manière délibérée, coordonnée et systématique pour détruire les Palestiniens à Gaza. Le rapport de l'ONG Physiciens pour les droits humains en Israël, que nous publions aujourd'hui, montre des attaques systématiques sur la santé. C'est un démantèlement délibéré et cumulatif du système de santé à Gaza. Que représentent ces voix, Denis Charby, dans le flot peut-être médiatique ou des prises de parole en Israël ?
Je dirais, elles sont des voix, encore une fois, qui n'ont pas un écho qualitatif majeur, mais qui certes a alimenté le débat. C'est-à-dire, ne croyez pas que les réseaux sociaux, notamment, ne tombent pas à bras raccourcis sur David Grossman lorsqu'il fait sa déclaration à la Repubblica, sur le rapport de B'Tselem. Donc, le débat existe, mais c'est pas un débat au sens, je dirais, il n'y a pas véritablement d'analyse. On est dans le registre de l'émotion, et alors, sauf dans les colonnes, effectivement, du Haaretz, une fois de plus, mais il faut quand même remarquer, ça reste un journal d'élite. Alors, on va dire, l'élite, c'est pas tout le peuple, effectivement, mais c'est quand même pas non plus négligeable. Ça ne porte pas ses fruits parce que, d'abord, on est dans un temps de guerre qui dure depuis 2 ans, et ça, les Israéliens n'ont jamais connu ça depuis la guerre d'indépendance. C'est-à-dire que là, il y a une situation nouvelle où quand on a été patriotique, pour reprendre votre expression, pendant 3 semaines, parce que une opération militaire dure 3 semaines, très bien, le mois suivant, ça y est, chacun reprend ses marques. Là, on est toujours dans cette conjoncture. Pourquoi? Parce que, je dirais, depuis le 7 octobre, du fait du problème des otages toujours non résolus, en fait, la plupart des Israéliens sont revenus à une interprétation existentielle du conflit. Et quand on est un conflit existentiel, on ne cède rien à l'adversaire. Et donc on condamnera la notion de génocide sans effectivement d'ailleurs l'examiner. Ne serait-ce que sans faire la distinction entre la notion juridique de génocide et la notion historique qui ne sont pas tout à fait identiques. Et quand B'Tselem parle de génocide, c'est au sens juridique du terme, pas au sens historique du terme. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que toute cette place-là, ce débat-là qu'on devrait avoir, il n'a pas lieu parce que on est, encore une fois, dans une perception existentielle du conflit et que tant qu'ils retiennent les otages, c'est un petit peu ça que j'entends autour de moi, ils n'ont qu'à se préoccuper de donner à manger aux 20 otages encore vivants et à ce moment-là, nous nous préoccuperons de fournir la nourriture. Donc une sorte de logique du talion qui s'explique par la durée du conflit. Et puis j'ajouterais peut-être aussi une autre dimension, c'est le fait que il y a une sorte d'épuisement. Il faut bien comprendre, les Israéliens ne sont pas aujourd'hui triomphalistes. Ils sont déprimés, ils sont fatigués de la guerre. Si aujourd'hui ils réclament la fin de la guerre, c'est bien sûr pour que les otages puissent être libérés, mais c'est aussi en prévision d'une opération militaire dont on nous dit que ça y est, les plans sont déjà prêts, et là les Israéliens s'horrifient, là encore une fois de plus, pas à cause des effets que cela aura sur les Palestiniens, les déplacements, les morts, la famine aggravée, mais parce que cela va impliquer des soldats israéliens et que dans une période de tension et de conflit, chacun pense au sien. Voilà. Et je ne dis pas ça pour... on peut le déplorer, bien sûr, sur le plan normatif, mais il faut essayer de comprendre cet état d'esprit psychologique qui fait que quand on est fatigué et épuisé par un conflit, alors c'est vrai, la préoccupation ne va pas à ce qui se passe du côté des Palestiniens, mais à ce qui nous arrive à nous. C'est une sorte de repli sur soi qui s'étale déjà depuis 2 ans, même pour ceux qui manifestent, même pour ceux qui protestent contre Netanyahou, contre le gouvernement, mais sans que ça débouche sur une critique du type dont on parle aujourd'hui. Qu'en pensez-vous, Hélène Lapidotte? Les otages et puis la mobilisation occultent complètement le sort des Gazaouis? Je pense qu'il faut quand même aussi voir que le gouvernement, ce gouvernement d'Israël, est le gouvernement le plus extrême droite dans l'histoire d'Israël, qui est dirigé par une idéologie très, très concrète et de suprématie juive, de effacement de l'existence palestinienne, des répressions, de déportation et des nettoyages ethniques et maintenant de génocide, et que ce gouvernement est quand même toujours un gouvernement démocratique, au sens que la majorité d'Israël soutient cette politique du gouvernement. Et cette politique va au-delà de réactions, disons, instinctives et humaines à un choc et de l'attaque de 7 octobre. Il y a une idéologie très concrète
Et il y a aussi de groupes importants et au sein de la société israélienne pour qui c'est un moment de célébration, qui c'est un moment pour réaliser des visions qui, il y a 20 ans, étaient considérées complètement aux marges et illégitimes, mais qui aujourd'hui circulent au centre de la société israélienne et aussi au sein des institutions. Donc il faut voir ça et il faut poser la question pourquoi et dans quelle mesure il y a une opposition idéologique et politique à cette vision qui est quand même devenue une vision centrale dans la société israélienne. Sylvaine Bull, qu'en pensez-vous? Il y a une majorité en fait de la population israélienne qui non seulement ne va pas chercher des images, mais ne veut pas voir, puisque le sort des otages, on l'a dit, et le sort des soldats sur le terrain, remplit leur esprit. Et puis il y a ceux qui se réjouissent. Oui, alors il y a plusieurs choses. Moi, je voudrais compléter d'un point de vue plus sociologique. D'abord, il y a véritablement en ce moment, mais ça n'est pas nouveau, la production d'une forteresse assiégée. La guerre dure depuis 2 ans. N'oublions pas qu'entre-temps, nous avons eu l'Iran, la Syrie, le Liban, etc. Et que cette production d'une forteresse assiégée, elle est liée à l'épuisement d'une société qui est sans cesse alimentée par une politique qui fonctionne sur un état d'alerte permanent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur la question de la critique. Génocide, pas génocide, la critique de l'occupation. Je crois que la critique, elle correspond aujourd'hui en Israël à ce que l'on peut appeler une société de l'entre-soi, c'est-à-dire des classes élites, bourgeoises, etc., qui ne correspondent pas réellement à l'évolution de la société israélienne, qui a des classes populaires extrêmement nombreuses, ce qu'on peut appeler, moi, ce que j'appelle un nationalisme vulgaire, qui ne se reconnaissent pas dans les tribunes de David Grossman, etc. C'est ça, vous voulez dire que les discours d'ONG, les discours d'artistes, les pétitions, les écrivains, ça ne touche pas parce qu'il y a un vrai clivage social. Ici, on les perçoit comme quelque chose qui serait l'éthos d'Israël, avec des grandes célébrités morales, des écrivains. En Israël, nous avons des classes populaires qui viennent souvent de la migration, qui ont un enjeu central qui est la survie et la protection de la forteresse assiégée. Ensuite, sur ce que disait Elad de Lapidote, moi je suis tout à fait d'accord, mais j'irai même plus loin. Il y a 2 changements majeurs en Israël. C'est le changement de la nature du conflit et le changement de la nature de la démocratie. Le changement de la nature du conflit parce que l'on voit que Bibi a vraiment instauré un régime strict de l'adversité, sans possibilité de négociation, et un changement de régime démocratique parce qu'en effet, ce qui prévaut désormais, c'est un nationalisme vulgaire, un fondamentalisme, un gouvernement qui est aussi, au fond, une certaine voyoucratie. Et ça aussi, ça infuse profondément dans la société, notamment auprès des classes populaires qui soutiennent du coup un leader qui les représente parce qu'il représente cet état d'alerte permanent. Vous parlez d'un nationalisme vulgaire. On a essayé de recueillir des témoignages d'Israéliens et d'Israéliennes, peut-être non militants, non intellectuels. Alors voilà, je vous fais écouter. Certains sont issus de défilés de l'extrême droite ou d'autres d'une manifestation du 26 mai. On les écoute. Je suis venue pour renforcer le peuple d'Israël, en particulier après le 7 octobre, pour montrer au monde que nous sommes là, vivants et en bonne santé, et que rien ne brisera notre esprit. Quant aux troubles, les Arabes cherchent toujours des problèmes et il y en aura toujours. On voit bien qu'ils n'étaient pas là le 7 octobre. Ceux qui protestent contre la guerre alors que nos soldats donnent leur vie, ils n'ont pas compris ce qu'il s'est passé ce jour-là. Si même après ça ils manifestent, il n'y a rien d'autre à faire que prier pour eux. À partir du moment où ils ont attaqué le pacifique État d'Israël, ils n'avaient plus leur place ici. Plus ils partiront rapidement dans d'autres pays, mieux ce sera pour eux. La terre d'Israël n'appartient qu'aux Juifs. Et depuis l'attaque, nous devons d'autant plus virer les Arabes de Gaza. Et je vais les aider à abandonner Gaza. Plus d'Internet, plus de téléphone, plus de nourriture et plus d'eau. Denis Charby, le clivage politique dans la relation palestinienne est en fait un clivage social et la masse des Palestiniens, cette masse populaire, n'a que faire du sort des Gazaouis et le trouve même assez justifié.
Oui, c'est vrai, je pense. Hier, j'étais à la manifestation, donc qui a réuni un peu plus de 200 000 personnes à Tel Aviv et un peu partout dans le pays. Et je regardais les manifestants, certains très jeunes, d'autres plus âgés, certains même déjà à la retraite. Et j'ai réussi en quelque sorte à comprendre le divorce malgré tout, hein, parce qu'il ne faudrait pas croire que tout le monde, comment dirais-je, il y a de l'abstention effectivement par rapport à la question de Gaza. Tout le monde n'adhère pas à ce discours dont on a entendu quelques voix tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'au lieu de les condamner sévèrement, il y a une sorte d'abstention parce qu'on est focalisé sur les otages et sur la future opération militaire lancée par Netanyahou. Et en les regardant, je me disais, en fait, je comprends d'où vient le divorce entre Netanyahou et cette partie-là de la population israélienne. C'est que tous ces gens-là, qui avaient 20 ans, 67, 20 ans, 73, 20 ans lors de la première guerre du Liban en 1982, respirent, si je puis dire, la culture politique du compromis. Et ils se trouvent face à un leader qui ne sait pas ce que c'est que le compromis, qui ne sait que polariser la société israélienne. Et devant cette polarisation-là, ils ne savent pas comment réagir. Ils sont en quelque sorte désemparés et désarmés, d'autant que toute concession à ce discours-là critique dont on parle sera aussitôt récupérée par Benjamin Netanyahou et par son gouvernement pour les désigner comme des traîtres, pour les désigner comme des salauds, etc. Les familles même des otages aujourd'hui sont désignées comme telles. Je rappellerai qu'hier à 13h30, la manifestation n'était pas encore terminée, elle a duré toute la journée. À 13h30, Netanyahou déclarait « Les manifestations comme celle-là, c'est celles qui ont amené le 7 octobre ». L'ampleur du divorce, c'est-à-dire on accuse les familles même qui ont payé, qui payent encore très cher le 7 octobre, on les accuse de fomenter un nouveau 7 octobre. Cette difficulté-là, pour des gens qui ont été élevés dans la culture du pragmatisme, du compromis, il y aura un jour la paix avec les Palestiniens, etc., et qui se retrouvent en quelque sorte cernés par quoi ? Par le discours de Benjamin Netanyahou radical tel qu'on l'a décrit Elad Lapidot et Sylvain Bull, et il ne faut pas l'oublier, le discours du Hamas repris en écho à l'extérieur par tous ceux qui accusent Israël de génocide. Pas depuis quelques mois, depuis le 7 octobre, depuis le mois de novembre, depuis le mois de janvier. Rappelez-vous, la plainte de l'Afrique du Sud, elle était en janvier 2024. Et donc, et repris, je dirais aussi, par le silence de ceux qui n'ont pas soutenu Israël à ce moment-là. Et donc, cette population-là, qui constitue un peu l'élite sociale d'Israël, déclinante sans doute, mais l'élite quand même d'Israël, eh bien, se retrouve en quelque sorte isolée, incapable de se mobiliser au-delà de ces deux moments, je dirais, consensuels de libération des otages et arrêt de la guerre parce qu'elle va sacrifier nos soldats, même s'il faut quand même noter que depuis quelques semaines au moins, le problème de la famine, la discussion autour de la conduite par Israël de la guerre, la destruction massive, tout cela commence à affleurer, mais c'est vrai que ce n'est pas encore le mainstream. Puis sans doute aussi parce que tout le monde pense aux élections qui auront lieu en 2026 et se disent l'essentiel c'est d'abattre Netanyahou et pas forcément en prenant la position totalement hostile à sa politique, mais en essayant de ratisser large pour que la majorité devienne aux prochaines élections une minorité. Et là, de Lapidot, un mot de cette question sociale et puis de la violence des rapports sociaux que décrit Denis Charbit, avec l'idée que ce discours critique, le moindre discours critique est vraiment rejeté avec une très forte violence. Ça, c'est de toute façon vrai que chaque perspective critique est complètement délégitimisée par la majorité de la public, par les institutions, par les gouvernements, et on n'a qu'à lire ce que les représentants, les ministères de gouvernement ont sur les manifestations d'hier, des choses terribles, des soutiens de Hamas. Donc ça, de toute façon, c'est vrai, et c'est aussi vrai ce que dit Denis Charvit, que ce groupe-là qui quand même va dans la rue, qui maintenant essaye de
de parler, c'est là où on peut peut-être voir quelque chose comme le commencement d'espoir, mais en même temps, il faut aussi se rendre compte de l'ampleur du problème. Et l'ampleur du problème, je pense, va bien au-delà de cet octobre. C'est-à-dire que ces groupes-là qui se comprennent, et peut-être dans certaines mesures, et une certaine opposition, n'a pas et maintenant et longtemps, n'a pas fait vraiment une discussion sur la question palestinienne. C'est-à-dire, on ne trouve pas, au-delà de la question de la guerre maintenant et la question des otages, on ne voit pas des discussions et des visions alternatives pour comment résoudre ce problème, ce conflit qui est déjà un conflit énorme. C'est-à-dire, déjà avant le 7 octobre, et pendant et de décennies après l'écroulement de l'accord de Oslo, on a plus ou moins arrêté de parler sur cette question. On a adopté une politique officielle de ce qu'on appelait gérer le conflit, c'est-à-dire ne pas résoudre, ne pas parler, de ne pas négocier, de ne pas penser aux Palestiniens, ce qui a entraîné justement un manque de perspective, manque de vision et malheureusement une déshumanisation des Palestiniennes. Et tout ça, le résultat de ça, c'est justement cet manque d'orientation qui a aujourd'hui cet groupe important, effectivement, qui cherche à critiquer, qui cherche à opposer le gouvernement. Sylvain Bull, on entend que les germes de cette déshumanisation de l'ennemi sont à retrouver avant le 7 octobre. Mais on va y venir, mais je voudrais quand même vous entendre encore un mot sur cette question de la forteresse assiégée. Donc cette espèce de complexe israélien d'être seul au monde à comprendre les difficultés auxquelles le peuple fait face. Cela implique quand même que l'opinion internationale, et notamment du coup les images du conflit qui sont diffusées dans les médias occidentaux jusqu'aux États-Unis, il y a eu des unes du Washington Post, etc., comptent. Et là, c'est peut-être un levier, à votre avis, Sylvain Bull ? Mais pas vraiment, parce que par définition, la forteresse assiégée se défend elle-même. On se rend compte alors que les Israéliens critiquent plutôt ou déplorent le soutien international aux Palestiniens. Encore une fois, en dehors de cette critique qu'ont rappelé les collègues, les ONG, les intellectuels, etc., tout ce qui vient de l'extérieur, de l'international, y compris tous les mantras, entre guillemets, internationaux concernant des sanctions, etc., ne sont pas entendus et plaident au contraire pour la forteresse assiégée. Même la diaspora juive ? Alors, mais la diaspora juive est aussi très maltraitée par ce que j'ai appelé le nationalisme vulgaire. Elle est très maltraitée par le système politique israélien qui voit la diaspora juive comme ayant un agenda de gauche, de traître, etc. Donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas sûre que les critiques internationales soient actuellement fécondes. On le déplore évidemment, mais c'est un fait. En ce qui concerne par contre la question palestinienne, et là aussi, je crois que c'est très important, comme le disait Elad Lapidot, de voir que, en effet, la question palestinienne, elle est invisibilisée depuis ce que Netanyahou avait appelé le grand silence, les accords d'Oslo, qui ont une responsabilité dans l'invisibilisation des Palestiniens. Et ça, c'est quelque chose qui est quasiment acté, au fond, que l'agenda palestinien n'est pas très important. Et si on se tourne vers l'avenir, en dehors du fait que, encore une fois, la seule politique de Netanyahou, c'est l'adversité, et donc pas la négociation, donc pas l'avenir commun, on se rend compte que les partis politiques, y compris ceux du centre, n'ont pas d'agenda sur la Palestine, n'en ont aucun. Yair Golan, qui est le démocrate, qui est peut-être le plus, on a envie de dire, adulte, le plus démocrate, ne parle pas de fin d'occupation. Il se contente de dire qu'il faut respecter les Palestiniens, mais on ne va jamais plus loin. Donc là aussi, ça semble quand même très étonnant, cette disparition de la question palestinienne et de l'esprit des citoyens et de l'esprit des politiques, dans la mesure où, et l'attaque du 7 octobre l'a bien montré, la sécurité d'Israël dépend directement du règlement du conflit. Ça ne suffit pas, Non, parce que pour le moment, l'éthos, l'état mental, moral, émotionnel d'Israël n'est pas en mesure de faire un pas. Ça viendra peut-être dans 10 ans, 15 ans, mais pour le moment, il n'est pas
visiblement possible de jeter les bases d'un développement durable, d'une coexistence, etc. Il faut du temps. Et ça, je pense qu'aussi l'international doit l'entendre. Ça ne veut pas dire que les Israéliens sont tous des fascistes, tous des colonisateurs et des grands messianiques, mais il faut intégrer des temporalités qui sont celles de la défense, de l'autodéfense et de la forteresse assiégée. Oui, mais à court terme, Denis Charby, vous allez nous donner votre avis sur cette disparition de la question palestinienne. Vous nous disiez, il y a une génération qui avait l'habitude du consensus, des négociations, c'est celle qui descend dans la rue, mais elle est en divorce avec le chemin politique actuel du pays. À court terme, si la question palestinienne a disparu, le seul horizon devient vraiment celui du massacre des Gazaouis. Denis Charby. Non, parce qu'il y a une autre chose dont on n'a pas parlé jusqu'à présent et qui pourrait justement, et c'est là où je dirais les Palestiniens modérés, les Israéliens modérés, les catégories ne sont pas très bien élaborées, je le concède volontiers, c'est l'absence de leadership palestinien, autre que celui du Hamas. Alors on a une autorité palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas, etc. On voit bien, c'est pas crédible aujourd'hui pour même pour Yair Golan de brandir Mahmoud Abbas comme celui avec qui on va faire la paix contre le Hamas et contre l'extrême droite israélienne. Donc je veux dire, de ce point de vue-là, et c'est là où moi j'appelle à réfléchir, non pas simplement de manière unilatérale, tout le problème vient d'un côté, aucun problème vient de l'autre, mais de penser des deux côtés. Alors qu'on dise, parce que bien sûr que la situation actuelle produise encore moins d'espoir pour que du côté palestinien surgisse une nouvelle direction, mais en même temps il faut bien comprendre, et c'est pour ça qu'on a raison de dire la temporalité ici va compter, c'est pas dans le court terme, mais à moyen terme, s'il n'y a pas, si de ce cloaque dans lequel les Israéliens se trouvent, même s'ils sont en apparence les vainqueurs, et de ce cloaque dans lequel se trouvent réellement les Palestiniens, s'il n'émerge pas un leadership politique des deux côtés qui arrête le massacre et arrête, je dirais, l'abîme dans lequel nous sommes et les uns et les autres, on n'en sortira pas. Mais je pense que, et c'est pas pour responsabiliser les Palestiniens et dire c'est de la faute des Palestiniens, pas du tout, mais c'est pour dire qu'un des facteurs qui permettra à ce centre effectivement ambigu qui veut pas coloniser Gaza et qui comprend bien qu'on va pas s'en sortir comme ça, mais ont du mal à définir un projet politique de taille, parce qu'il n'y aura de projet politique de taille que s'il y a un écho de l'autre côté. Et bien entendu que dans la circonstance actuelle, dans la conjoncture actuelle, c'est extrêmement difficile, voire inconcevable d'espérer voir sa concrétisation immédiate. J'aimerais quand même signaler qu'il y a en Israël des forces qui travaillent ensemble, juifs et palestiniens d'Israël, pour faire advenir cela. Ça reste encore minoritaire, mais il est important de se dire que ces forces-là existent. Mais au final, ce qui pourra peut-être frapper cette écorce-là, transcender cette carapace de fer aujourd'hui dans laquelle les Israéliens se murent, c'est effectivement d'avoir du côté palestinien des voix qui parlent autrement. Olmert l'a fait avec Kidwa, donc des initiatives comme ça, elles existent, mais c'est celle-là qu'il faut renforcer pour qu'on puisse en avoir un effet quelconque en Israël, de même que ces initiatives israéliennes doivent se multiplier pour qu'elles puissent avoir un effet du côté palestinien. Sylvaine Bull, vous aviez l'air mécontente quand je disais qu'à court terme, il y avait quand même une voie vers le massacre qui s'élargissait, étant donné ce que vous nous avez dit, des difficultés du dialogue et de la génération actuelle. Je voudrais quand même citer des sondages qui sont parus récemment, ces dernières semaines. 64% des Israéliens estiment qu'il n'y a pas de civils innocents à Gaza et 80% des Israéliens juifs jugent que leur pays n'a pas ou peu à prendre en considération la souffrance de la population civile gazaouie dans la poursuite de la guerre. Donc je reviens avec ma question de la temporalité et de ce court terme. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des forces capables d'éviter que le massacre continue, si ça ne peut pas se trouver à l'international et si les quelques voix critiques restent celles d'une élite coupée du peuple? Alors le système politique, il est totalement verrouillé par Netanyahou. Donc au fond, l'échéance, elle est factuelle. Ce seront des nouvelles élections. Et encore,
cours de nouvelles élections, nous ne sommes pas sûrs d'avoir une coalition encore plus à droite. Mais il y a aussi, j'ai envie de dire, la temporalité de Gaza. Le massacre va s'arrêter parce qu'à un moment donné, il faut qu'il s'arrête. Et puis, en effet, il faut penser aux forces de résistance à Gaza. Elles existent, on ne les entend pas, là aussi, parce que nous sommes dans des narratifs en concurrence, Hamas contre Netanyahou, mais nous avons des leaders à Gaza qui disent qu'ils sont prêts à faire s'arrêter le massacre de leur côté, en essayant de désarmer le Hamas. Mais il est vrai que le système politique, mental des Israéliens, c'est de dire, c'est bien fait pour eux, ça continue, vous le voyez, on a raison, nous sommes dans un système absolument clôturé que fabrique la guerre des images et ce verrou qui est Bibi Netanyahou, qui encore une fois a construit un système sur l'adversité et non pas sur la reconnaissance de l'autre. Et là, de Lapidote, on arrive bientôt au terme de cette émission. Je voudrais que vous nous éclairiez sur cette notion de traumatisme du 7 octobre et de traumatisme collectif. Comment cet événement joue et rejoue dans la conscience collective israélienne. Il semble toujours présent tous les jours, dans tout l'espace même public en Israël. Et je ne peux pas vous le dire sur l'espace public d'Israël tous les jours parce que je ne suis pas en Israël. Mais je peux parler sur le discours de 7 octobre. Je pense qu'il y a 2 ans, et quand même après le 7 octobre, c'est devenu un discours idéologique qui mobilise des images, qui produisent des images et des narratifs pour bloquer la vue sur le contexte politique de ces conflits qui va bien au-delà et bien avant le 7 octobre. Donc pour moi, je pense que c'est ça aujourd'hui la fonction de ce discours de 7 octobre. Et le problème est justement cette négation de la question politique, c'est-à-dire le fait de ne pas voir qu'il y a encore une fois une politique très concrète de gouvernement israélien. Et je suis beaucoup moins optimiste que Sylvain Bull. Et selon les déclarations et très officielles des ministères et du gouvernement de Netanyahou lui-même, il y a une vision qui va bien au-delà de massacres, qui va vers le transfert, la déportation de Palestiniens hors de Gaza avec une vision de colonisation de Gaza. Et on le voit pas seulement à Gaza aujourd'hui. Il y a des choses qui se passent tous les jours dans la Cisjordanie. Il y a des projets de colonisation, de construction de colonies à Gaza, à la Cisjordanie, qui vont contre toute possibilité de réaliser un projet d'État palestinien. Donc c'est bien s'il y a des déclarations internationales aujourd'hui pour reconnaître l'État palestinien, mais sur le terrain, il y a aujourd'hui une politique très, très agressive de ne pas permettre une réalisation de ces projets. Et aussi longtemps qu'on ne voit pas ça, et le proteste, les manifestations et les pressions internationales, ça ne va pas aider. Il faut vraiment voir comment la politique est réelle aujourd'hui. Denis Charby, ce sera le mot de la fin très brièvement. Est-ce que vous êtes d'accord avec Elad Lapidote? Le traumatisme du 7 octobre, c'est devenu un discours idéologique qui réactive d'abord des structures intérieures d'invisibilisation des Palestiniens et puis qui vient servir un projet d'expulsion des Palestiniens. Et pour ce qui est du gouvernement, je n'en doute absolument pas. Ça traverse effectivement la population israélienne, faute d'un autre narratif qui permettrait de revenir à une idée plus constructive, plus positive d'un avenir commun. Aujourd'hui, effectivement, ce qui l'emporte, je dirais, et là c'est porté aussi par un pessimisme historique qui a d'une certaine manière triomphé du volontarisme qu'a incarné le sionisme, c'est-à-dire on prend notre destin en main et on réintègre la famille des nations. Là, effectivement, on est dans une situation de crise, même si je dirais que tout n'est pas définitivement bloqué parce que l'histoire ne se déroule jamais comme du papier à musique, c'est-à-dire qu'il peut toujours y avoir des renversements. Il va y avoir cette opération à Gaza, on ne sait pas comment elle va terminer, si elle se termine par l'élimination des otages. Il est clair que l'opinion publique se soulèvera encore un peu plus contre Netanyahou et demandera des comptes qu'il ne demande pas encore assez à l'heure d'aujourd'hui. Tout n'est pas définitivement bloqué. Merci beaucoup, Denis Charby. Merci à tous les trois. Sylvain Bull, je rappelle que vous êtes sociologue, professeur à l'EHESS.
Elad Lapidot, philosophe et professeur d'études hébraïques à l'Université de Lille, et donc vous, Denis Charby, politiste, professeur à l'Université libre d'Israël.